Pendant des décennies, son nom est à peine apparu dans les gros titres. Il n'existe aucun film sur lui, aucune biographie. Mais pour les agences de renseignement des États-Unis et d'Europe, il est l'ennemi public numéro 1. Il dirige un réseau criminel international. Il commande plus de 250 hommes. Et ses connexions politiques atteignent les plus hauts niveaux du pouvoir en Russie et en Ukraine. Personne n'a vu son visage depuis des années. Personne ne sait exactement où il se trouve. Mais tout le monde connaît son nom. Semyon Yudkovych Mogilevich, surnommé par la presse le cerveau du crime organisé russe, pour le FBI, c'est tout simplement le plus dangereux de tous. Aujourd'hui, nous retraçons son histoire. Un homme qui a bâti un empire criminel, caché sous une façade de respectabilité. Un fantôme qui manipule les gouvernements, déplace des milliards et qui, malgré tout, n'a jamais payé pour ses crimes. Son ascension au pouvoir fut aussi discrète que dévastatrice. Mais tout a commencé bien plus tôt, aux marges de l'Union soviétique. On sait peu de choses de son enfance. Ce que l'on sait, c'est qu'il a obtenu un diplôme en économie à l'Université nationale Ivan Franko de Lviv. Mais au lieu de suivre une carrière classique, il a choisi une autre voie, celle du crime. Au milieu des années 70, il commence à opérer sur le marché noir des devises, facilitant des conversions illégales pour des réseaux criminels. En 1974, il est arrêté pour ses activités. 3 ans plus tard, il retourne en prison, cette fois pour fraude. Mais ces années derrière les barreaux ne l'ont pas arrêté. Au contraire, elles lui ont servi de terrain d'entraînement. Durant son incarcération, il tisse des liens avec des figures clés du crime organisé. À sa sortie, il ouvre une entreprise de services funéraires, officiellement légale. Du moins, en apparence. Mais son véritable envol débute dans les années 1980. Il profite alors du désespoir de milliers de juifs ukrainiens et russes cherchant à émigrer. Il leur propose de l'aide pour vendre leurs bijoux, œuvres d'art et objets de valeur avant leur départ. Il est censé gérer la vente et leur envoyer l'argent. Mais il ne le fait jamais. Il garde tout. Avec cet argent, il bâtit une véritable fortune. Il finançait des bijouteries et des usines des 2 côtés du continent. Mais derrière ces vitrines étincelantes se cachait une machine à voler. Art sacré, antiquités et pièces uniques disparaissaient des églises, des musées et des collections privées. Parallèlement, il commença à se lier avec un groupe connu sous le nom des Lubertsi, un collectif qui, bien qu'en apparence sportif et discipliné, révéla rapidement une toute autre facette, bien plus sombre. Fondé comme un club pour jeunes passionnés de culturisme, de gymnastique et de boxe, les Lubertsi imposaient des règles strictes. Pas de triche lors des combats, aucune agression contre des femmes ou des couples, et un rejet absolu du fascisme et du nazisme. Ils méprisaient également les modes occidentales, en particulier les hippies et les punks, qu'ils considéraient comme une menace pour l'identité soviétique. Avec le temps, leurs idéaux se sont dégradés. Leur idéologie est devenue un prétexte, et leurs membres ont commencé à être recrutés par des organisations criminelles. Physiquement imposants et habitués à la violence, ils représentaient le profil parfait. Dès les années 90, le crime organisé russe s'appuyait sur ces anciens athlètes, ainsi que sur des vétérans de guerre et d'anciens policiers, pour exécuter des extorsions, des recouvrements violents et des assassinats. C'est dans ce contexte que Mogilevich forgea une relation clé. Son amitié avec Sergei Mikhailov, fondateur de l'organisation criminelle Soltsevskaya Bratva, également connu sous le nom des Fils de Soltsevo. Mikhailov, un ancien serveur devenu parrain, dirigeait l'un des gangs les plus actifs du pays. Il recrutait de jeunes chômeurs, agressifs, prêts à tout. Ils installèrent leur base opérationnelle près de l'autoroute M3, une voie stratégique vers l'Ukraine. De là, ils tissèrent un réseau mêlant trafic de véhicules, extorsion et connexions politiques. Mogilevich, maître du blanchiment d'argent, devint une pièce essentielle du mécanisme. Mais comme pour toute alliance criminelle, l'argent finit par rompre l'accord. En 1995, selon l'ancien agent du FBI Bob Levinson, Mogilevich fut la cible d'une tentative d'assassinat par ses anciens associés. Une dette de 5 millions de dollars en fut le déclencheur. Ce soir-là,
Lors d'un spectacle de cabaret dans un hôtel de Prague, les invités s'attendaient à une soirée paisible. Mais soudain, des cordes descendirent du plafond. Un groupe d'intervention spéciale de la police tchèque fit irruption, armé. Ils montèrent sur scène et braquèrent leurs mitraillettes sur l'assemblée. Personne ne pouvait bouger. Parmi les invités se trouvait le trafiquant de drogue ouzbek Gafur Rakimov. Selon des rapports des services de renseignement, lui et Mikhailov auraient planifié d'assassiner Mogilevich durant cet événement. Mais quelque chose a échoué. Selon Mogilevich lui-même, il est arrivé en retard. Il a aperçu la présence policière et a quitté immédiatement les lieux. Il s'est caché dans un hôtel voisin jusqu'à l'aube. La version la plus répandue indique qu'une personne haut placée au sein de la police l'aurait prévenu. Quelqu'un voulait qu'il reste en vie, ou préférait que l'assassinat n'ait pas lieu sur le sol tchèque. Pendant ce temps, Mikhailov et son groupe se tournèrent vers le secteur bancaire. Ayant désormais accès à de nouvelles structures financières, ils n'avaient plus besoin des circuits de blanchiment de Mogilevich. L'alliance s'effondra et l'appareil d'État commença à réagir. Le ministère de l'Intérieur de la Tchéquie lui interdit l'entrée sur le territoire pendant 10 ans. La Hongrie le déclara persona non grata, et le Royaume-Uni l'étiqueta purement et simplement comme l'un des criminels les plus dangereux de la planète. Mais au lieu de se cacher, Mogilevich se réorganisa. En mai 1990, il fonda Aragon Limited sur l'île d'Alderney, un paradis fiscal britannique. L'entreprise, en apparence, se consacrait au commerce de biens de consommation. Elle signa même des contrats avec des entreprises publiques telles que les chemins de fer ukrainiens pour la vente de pétrole. Cependant, le véritable but d'Aragon était tout autre, servir de centre névralgique à son réseau international de blanchiment d'argent. En 1991, Mogilevich déménagea en Hongrie. Là, il épousa Caitlin Papp, sa femme actuelle. Ce n'était pas son premier mariage. Il avait auparavant été marié à Tatiana Marova, puis à Galina Grégorievna. De ces unions sont nés 10 enfants. 9 fils tous impliqués dans son organisation criminelle, et une fille dont le lieu est resté inconnu. On pense qu'il a tout fait pour la cacher, par crainte qu'elle ne soit utilisée comme levier contre lui. Après avoir épousé Papp, il obtint un passeport hongrois et s'installa avec elle dans une villa fortifiée en périphérie de Budapest. Depuis cet endroit, il continua à diriger ses opérations illégales tout en diversifiant ses investissements. Il acheta des entreprises locales, y compris une usine d'armement spécialisée dans les systèmes anti-aériens. La CIA l'accusa même d'avoir vendu à l'Iran des missiles et des véhicules blindés pour un montant de 20 millions de dollars. Et pendant qu'il consolidait sa position dans le secteur de l'armement, il revenait également à ses anciennes méthodes, escroqueries liées aux antiquités et à la joaillerie. À Budapest, il dirigeait un système dans lequel il recevait des œufs de Fabergé à restaurer. Cependant, les originaux étaient mis aux enchères, et des copies contrefaites étaient renvoyées à leurs propriétaires à Moscou. À la même époque, il fonda une chaîne de clubs nocturnes connue sous le nom de Black and White Night Clubs. Mais au-delà du divertissement, ces lieux servaient de vitrine à une opération encore plus sinistre. Avec la chute de l'URSS et les réformes impulsées par Mikhaïl Gorbatchev, notamment la restructuration économique connue sous le nom de perestroïka, le travail sexuel cessa d'être caché. L'État chercha à le réguler, le contrôler, voire à le taxer. La Hongrie fut l'un des premiers pays à adopter cette approche, et Mogilevich sut comment exploiter cette opportunité. Des milliers de femmes, poussées par la pauvreté, virent dans la prostitution un moyen de survivre. Mais au lieu de liberté, elles tombèrent dans des réseaux d'exploitation contrôlés par les mafias. Mogilevich, toujours en avance, transforma cette tragédie en un commerce millionnaire. Prague et Budapest devinrent les épicentres de l'industrie pornographique de l'Europe de l'Est. Les clubs fondés par Mogilevich prospérèrent. Mais ce n'étaient pas que des discothèques. Ils fonctionnaient comme des bordels dissimulés, parfaitement intégrés dans une structure juridique floue. Pendant ce temps, Mogilevich élargissait aussi son influence financière. Au milieu des années 90, il prit le contrôle de Income Bank, l'une des plus grandes banques privées de Russie. L'opération fut discrète, réalisée avec son président, Vladimir Vinogradov,
qui, en 1996, était considéré comme le 12e homme le plus riche du pays. Mais le succès fut de courte durée. En 1998, après la crise financière russe, la Banque centrale révoqua la licence de Income Bank. L'établissement s'effondra complètement. Cette chute révéla un enchevêtrement d'opérations frauduleuses, et l'attention du FBI se tourna vers lui. Entre 1997 et 1998, Mogilevich fut accusé d'une fraude dépassant les 150 millions de dollars. Le dossier, une escroquerie massive contre des investisseurs par le biais de manipulations boursières via YBM Magnex International, une société canadienne située en périphérie de Philadelphie. Il en avait le contrôle total. Mais il n'a jamais mis les pieds sur le sol américain. Un rapport du FBI, daté d'octobre 2009, l'a inscrit sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Les chefs d'accusation allaient de la fraude électronique et postale au blanchiment d'argent et au crime organisé international. L'agent spécial Peter Cohenhoven l'a résumé ainsi. Nous n'avons pas de juridiction sur ces crimes commis hors des États-Unis, mais les rapports disponibles, le reliant au trafic d'armes, aux assassinats commandités, à l'extorsion, à la drogue et à la prostitution, à l'échelle mondiale. Le visage visible de la fraude était Jacob Bogatin, PDG de YBM Magnex. Ce n'était ni un novice dans le monde des affaires, ni un étranger au cercle du crime organisé. Lorsqu'on l'interrogea sur ses liens avec Mogilevich, il répondit froidement « Nous avons un responsable des relations avec les investisseurs. Adressez-vous à lui. » Plus tard, il admit qu'il connaissait les accusations portées contre son patron, mais déclara ne pas y croire. Son frère, David Bogatin, avait un passé encore plus compromettant. Ancien militaire soviétique, il fut arrêté aux États-Unis pour une fraude fiscale sur les carburants portant sur plusieurs millions de dollars. Libéré sous caution, il s'enfuit en Pologne. De là, il continua à déplacer des fonds via de nouveaux comptes bancaires et acheta plusieurs appartements dans la Trump Tower avec l'aide d'un associé. Il fut finalement capturé, extradé et condamné à 8 ans de prison. En 2007, la BBC confronta directement Mogilevich au sujet de l'affaire YBM. Sa réponse fut aussi ironique que provocante. S'ils ont découvert une magouille, qu'ils le prouvent. Je n'ai pas accès au dossier du FBI. YBM Magnex n'était pas une opération isolée. Plusieurs chefs de la mafia russe participèrent à l'arnaque. L'affaire fut révélée grâce à une enquête journalistique canadienne. Et en 2003, Mogilevich fut officiellement inculpé en Pennsylvanie avec 2 complices. Il faisait face à 45 chefs d'accusation, mais aucun d'eux ne comparaîtra devant la justice. Aucun ne mit les pieds sur le sol américain, ni ne se rendit dans des pays disposant d'un traité d'extradition. En août 1999, le scandale prit de l'ampleur. Plusieurs journaux, dont le New York Times, citèrent des sources du FBI affirmant que Mogilevich était impliqué dans le blanchiment de 10 milliards de dollars via la Bank of New York. Les comptes utilisés étaient au nom d'une entreprise, Benex Worldwide Ltd., sous son contrôle direct. Mais le scandale ne se limitait pas à l'argent. Derrière ces transactions, il y avait des silences achetés et des menaces mortelles. L'un des cas les plus révélateurs fut celui du journaliste Robert Friedman. En 1998, il écrivit un long article pour The Village Voice, dans lequel il détaillait les affaires de Mogilevich et son rôle en tant que figure centrale du crime organisé mondial. Pour cela, il avait eu accès à des documents du FBI et des services de renseignement israéliens. Un mois après la publication, le FBI l'avertit que sa vie était en danger. Un chef mafieux avait ordonné son assassinat. Selon The New York Times, c'est Mogilevich lui-même qui aurait offert 100 000 $ pour sa tête. La menace fut interceptée lors d'une conversation téléphonique par la CIA. Friedman dut se cacher pendant un temps. Il retourna plus tard à New York. Ce n'était pas la première fois qu'on voulait le faire taire. Tout au long de sa carrière, Friedman avait enquêté sur les recoins les plus sombres des mafias internationales. Parmi ses articles les plus marquants, il en publia un sur l'infiltration de la mafia russe dans la Ligue nationale de hockey, utilisant l'extorsion et le harcèlement comme arme de contrôle. Après la publication de cet article, il reçut une carte de la Saint-Valentin.
Ce n'était pas une plaisanterie romantique. Elle était signée Vyacheslav Ivankov, l'un des parrains les plus redoutés de la mafia russe. Dans son reportage intitulé « Le mafieux le plus dangereux du monde », Robert Friedman ne révéla pas seulement des faits méconnus sur Mogilevich. Il donna également un nom à l'organisation qui l'entourait, la Red Mafia. C'est ainsi que les agences de police internationales commencèrent à l'appeler. Une organisation mortelle, disciplinée et brutale, composée de jeunes recrutés et entraînés par d'anciens soldats ayant combattu en Afghanistan sous l'Union soviétique. Ces hommes n'étaient pas de simples voyous, c'étaient des soldats devenus bourreaux. Lorsque quiconque refusait de collaborer avec Mogilevich ou simplement d'accepter ses conditions d'extorsion, la punition était immédiate. Les victimes étaient poignardées, torturées, mutilées. Leur corps, selon les rapports de police, se retrouvait dans un état si atroce que même les autres mafias préféraient détourner le regard. La Red Mafia atteignit le sommet du crime organisé en seulement 6 ans. Bien que son siège se trouvât à Budapest, elle avait des cellules actives dans des endroits aussi divers que New York, la Californie et la Nouvelle-Zélande. À cette époque, Mogilevich avait déjà un surnom parmi ceux qui le connaissaient de près, le Don cérébral. Ce n'était pas un hasard. Il était froid, calculateur. Contrairement à d'autres mafieux, il avait une formation universitaire et une structure d'entreprise parfaitement fonctionnelle. Jusqu'à la publication de l'article en 1998, son nom circulait à peine dans le domaine public. Mais selon les documents obtenus par Friedman, son pouvoir était écrasant. L'un de ses associés les plus proches était un homme connu sous le nom de Mana, qui n'hésita pas à le décrire ainsi. « C'est le mafieux le plus puissant du monde, c'est mon meilleur ami. » Ils étaient si proches que, après une tentative d'assassinat contre Mana à Brooklyn, Mogilevich organisa son évacuation. Il le fit transférer en Italie et l'y installa comme pièce maîtresse dans une autre de ses nombreuses opérations de blanchiment d'argent. Finalement, Mana fut arrêté et extradé vers les États-Unis. Mais les dossiers étaient clairs. Mogilevich n'était pas un chef comme les autres. Il était le système tout entier. À la fin des années 1990, les services de renseignement le reliaient à pratiquement tous les crimes imaginables. Trafic de matériaux nucléaires, de drogue, d'êtres humains, d'antiquités, d'œuvres d'art et de pierres précieuses. Rien n'échappait à son emprise. Il contrôlait des terminaux aériens à Moscou pour acheminer des cargaisons sans surveillance. Il avait même acheté une compagnie aérienne en faillite dans le but de transporter de l'héroïne sans restriction. Et ce n'est pas tout. Une grande partie du succès de Mogilevich et de sa Red Mafia ne s'expliquait pas seulement par sa brutalité ou son intelligence. Il y avait un facteur tout aussi puissant, la corruption. Policiers, juges, politiciens, tout était négociable. En 1994, l'un des lieutenants les plus proches de Mogilevich fut vu en compagnie d'hommes politiques américains lors d'un événement de levée de fonds du Parti républicain à Dallas. Cet individu occupait un poste élevé au sein de l'administration ferroviaire d'Ukraine et avait déjà été condamné pour corruption dans son pays. Le FBI écrivit dans l'un de ses rapports « L'influence corruptrice de l'organisation de Mogilevich semble s'étendre jusqu'au service de sécurité russe. » En 1995, 2 colonels du service de sécurité présidentielle de Russie se rendirent en Hongrie sous couverture commerciale. Leur objectif ? Rencontrer Mogilevich et obtenir des informations stratégiques à utiliser dans la campagne politique russe. Selon les documents des services de renseignement, un associé israélien du parrain facilita la rencontre et transmit aux agents des données sensibles. Le même schéma se répétait. Faveur, information, impunité. On apprit également que Mogilevich avait soudoyé un juge russe afin d'obtenir la libération de son associé le plus redouté, Vyacheslav Ivankov, le même mafieux qui avait menacé le journaliste Robert Friedman. À ce moment-là, Ivankov purgeait une peine en Sibérie pour vol et torture. Mais les liens de Mogilevich ne s'arrêtaient pas là. Bien qu'il fût sur la liste de surveillance du FBI et interdit d'entrer aux États-Unis, il réussit à y entrer à plusieurs reprises. Il utilisa de faux passeports et des visas obtenus à Tel Aviv. Lorsqu'il se trouvait en territoire américain,
Ses visites étaient centrées sur 2 personnes, Ivankov et Mana. Ses opérations financières ne s'arrêtaient pas non plus. Il avait monté des dizaines de sociétés écrans aux États-Unis qui canalisaient des millions de dollars en provenance de Aragon Limited, sa base opérationnelle pour le blanchiment d'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, en avril 1998, quelque chose d'encore plus troublant fut révélé. Les services de renseignement allemands avaient conclu un accord secret avec Mogilevich. Selon plusieurs rapports, le BND, le service de renseignement extérieur de l'Allemagne, tentait depuis longtemps d'enquêter sur la mafia russe. Mais il s'était heurté à un mur. Le gouvernement russe lui-même refusait de coopérer. Frustrés, ils prirent une décision inattendue, approcher directement Mogilevich. Ils lui offrirent protection en échange d'informations. À ce moment-là, le parrain le plus recherché du continent devenait, officiellement, informateur d'une puissance européenne. La révélation provoqua un scandale. Elle fut dévoilée par la chaîne allemande ZDF, qui cita un enquêteur belge spécialisé dans le crime organisé russe. Pour beaucoup en Europe, ce fut un choc. La décision du BND rendait quasiment impossible toute enquête sérieuse sur Mogilevich, le blindant de l'intérieur. Mais l'Allemagne n'était pas le seul pays à le surveiller. En 1994, les autorités britanniques furent alertées par des agences d'Europe de l'Est. La police métropolitaine de Londres commença à suivre de près les activités de Mogilevich. Les soupçons étaient clairs. Il utilisait des cabinets d'avocats londoniens pour blanchir des millions de dollars provenant du trafic d'armes, de drogue et d'autres activités criminelles. John Wanless, officier britannique de l'unité des délits financiers, fut clair lors d'un entretien au Sunday Times. Semyon Mogilevich est l'un des criminels les plus dangereux du monde. Il possède une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. En raison de son impact financier sur la City de Londres, nous le considérons comme un criminel central. En 1999, les enquêteurs tentèrent de l'interroger dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent de la Bank of New York. Mais sans succès. Le parrain gardait toujours une longueur d'avance. Mais près d'une décennie plus tard, l'impensable se produisit. En janvier 2008, les médias internationaux commencèrent à rapporter que Semyon Mogilevich avait été arrêté à Moscou. Il avait 61 ans. Il fut capturé par une opération de 50 agents alors qu'il sortait d'un supermarché. Ses gardes du corps furent également interpellés. La presse le décrivit comme un homme vieilli, au visage marqué, portant une veste en cuir, une casquette et un jean. Il ne restait rien du prétendu magnat intouchable. À ce moment-là, il faisait toujours l'objet de poursuites aux États-Unis pour fraude, blanchiment d'argent et crime organisé. Mais il avait été arrêté sous une autre identité. Sergei Schneider, une porte-parole, déclara officiellement: Mogilevich est une personne aux multiples identités, multiples nationalités, et il est recherché par les autorités de plusieurs pays depuis 15 ans. Avec lui, Vladimir Nekrasov fut également arrêté. Un homme d'affaires connu pour son empire de cosmétiques et sa passion pour l'art. Propriétaire de la chaîne Arbat Prestige, il fut également accusé d'évasion fiscale. Les autorités fiscales russes exigeaient le paiement de 5 millions de dollars en impôts et pénalités. En mars 2008, il fut annoncé que Nekrasov risquait jusqu'à 7 ans de prison s'il était reconnu coupable. Mais comme souvent dans les histoires entourant Mogilevich, l'affaire s'est évaporée. En juillet 2009, les 2 hommes furent libérés. Les autorités affirmèrent que le délai maximum de détention préventive était expiré et que les infractions n'étaient pas assez graves pour justifier leur maintien en détention. Elles précisèrent toutefois que l'affaire n'était pas close. Les avocats de Mogilevich ont nié toute participation à des activités illégales. Et en 2011, la justice russe a classé l'affaire pour absence d'infraction. De plus, la Russie fut catégorique. Elle n'extraderait pas Mogilevich vers les États-Unis. Sa constitution l'interdit. Selon The Moscow Times, l'affaire s'effondrait déjà depuis octobre 2010. Le tribunal du district de Tuchinski avait pointé des irrégularités de procédure, tandis que le tribunal arbitral avait annulé les réclamations fiscales. Tant Mogilevich que Nekrasov affirmèrent que l'accusation n'était qu'une manœuvre de rivaux commerciaux pour s'emparer de leurs entreprises. Mais, comme toujours,
Ils refusèrent d'en dire davantage. Cependant, l'activité qui inquiétait le plus les services de renseignement internationaux n'était ni le trafic d'armes, ni l'évasion fiscale, ni même le blanchiment d'argent. C'était le gaz naturel. Selon le FBI, l'un des motifs d'alerte les plus sérieux était que Semyon Mogilevich avait une influence directe sur les gazoducs qui traversaient l'Europe de l'Est avant l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. La Russie fournissait entre 30% et 40% du gaz consommé par l'Union européenne. Des centaines de millions de mètres cubes par jour. Contrôler ce flux, c'était tenir l'Europe dans sa main. L'expert en blanchiment d'argent John Wood, dans un rapport pour l'Association internationale des sciences politiques, fut clair. Les activités de Mogilevich n'ont jamais été accidentelles. Il préparait son entrée dans le secteur de l'énergie depuis des décennies. Dès 1991, sa société Arbat International s'était lancée dans l'importation et l'exportation de pétrole. Mais le coup stratégique eut lieu en 2002, lorsque son avocat, Zeev Gordon, fonda Ural Transgas, ETG, une entreprise devenue l'intermédiaire principal entre l'Ukraine et le Turkménistan. Par la suite, ETG fut remplacé par une autre société, Rosukrenergo, RUE, enregistrée en Suisse et partiellement détenue par l'oligarque ukrainien Dmytro Firtash. Jusqu'en 2009, RUE fut le seul canal autorisé pour importer du gaz de Gazprom, le géant énergétique russe, et le revendre à la principale société énergétique ukrainienne. Pendant des années, on a spéculé sur les liens entre Mogilevich et Rosukrenergo, RUE. Il n'y avait pas de preuves formelles, mais les rumeurs étaient persistantes. En 2010, la première ministre ukrainienne, Yulia Tymoshenko, déclara avoir des preuves documentées que derrière Rosukrenergo se cachaient de puissantes structures criminelles. Elle tentait depuis longtemps d'éliminer les intermédiaires du commerce du gaz. Elle était même parvenue à un accord avec Vladimir Poutine, que celui-ci ne respecta jamais. De son côté, Dmytro Firtash nia tout lien direct avec Mogilevich, bien qu'il ait reconnu lui avoir demandé l'autorisation d'opérer en Ukraine dès 1986. Il affirma que faire des affaires dans le pays sans l'accord du crime organisé était tout simplement impossible. Une fuite de Wikileaks en révéla davantage. Dans ces documents, Firtash admettait avoir reçu l'aval de Mogilevich, tout en insistant sur l'absence de proximité personnelle. Toutefois, ces mêmes rapports indiquaient que les deux hommes étaient liés par des sociétés offshore et des relations personnelles communes, dont le même avocat. Firtash amassa une fortune colossale grâce au commerce du gaz. Selon les informations divulguées, sa fortune nette dépassait plusieurs milliards de dollars. Aujourd'hui, la Red Mafia, dirigée par Mogilevich, est considérée comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde. On estime qu'elle compte au moins 250 membres actifs et une structure hiérarchique solide, avec une présence dans de nombreux pays et des opérations illégales à l'échelle internationale. Son empire s'étend à travers la fraude financière, le trafic de drogue, la prostitution, la traite d'êtres humains, le trafic d'armes, les assassinats sur commande et la manipulation des marchés boursiers. Tout au long de sa carrière criminelle, Mogilevich a tissé des liens avec des figures clés du pouvoir en Europe de l'Est, notamment Vladimir Poutine, l'ancien maire de Moscou, Yuri Lushkov, et Leonid Derkach, ancien chef des services de sécurité ukrainiens. En 2005, à la suite d'un changement à la tête du service de sécurité ukrainien, SBU, un dossier de 30 pages documentant ses activités depuis 1993 fut détruit, malgré un ordre formel de conserver tous les fichiers. Il s'agissait peut-être du dossier le plus complet jamais rédigé sur son réseau criminel. Et il a disparu. Mogilevich a tissé des alliances avec les mafias les plus redoutées de la planète, de la mafia russe à la Camorra italienne. Toujours dans l'ombre, toujours protégé, toujours un pas devant, le journaliste Robert Friedman, qui l'a enquêté pendant des années, conclut que son véritable pouvoir ne résidait pas dans la violence, mais dans son intelligence financière, sa capacité de leadership et son aptitude à acheter des loyautés au plus haut niveau du pouvoir. L'agent du FBI Peter Cowenhoven l'a résumé de manière brutale. Les victimes ne signifient rien pour lui.
Tout tourne autour de l'argent et de l'influence. Et le plus effrayant, c'est qu'il est prêt à collaborer avec n'importe quel criminel. Peu importe son idéologie, Semyon Mogilevich ne représente pas seulement un criminel doté de fortune et de contacts. Il incarne le véritable visage du pouvoir caché, celui qui n'a pas besoin d'exposition, qui ne cherche pas la célébrité, parce qu'il contrôle déjà tout depuis l'ombre. Pendant des décennies, il a bâti un empire criminel d'une ampleur inimaginable. Il s'est infiltré dans les banques, les gouvernements, l'industrie de l'énergie et les systèmes judiciaires. Il a manipulé des économies, fait taire ses ennemis et conservé sa liberté là où tant d'autres auraient chuté. Et le plus inquiétant, malgré les alertes, les rapports et les mandats d'arrêt, il est toujours libre. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme. Il s'agit du portrait d'un système dans lequel l'argent, l'influence et la corruption sont plus puissants que n'importe quelle loi. Si cette vidéo t'a révélé une facette du monde que tu ignorais, nous t'invitons à aller plus loin. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies sur la mafia, le crime international et les opérations secrètes qui ont marqué l'histoire. Chaque semaine, nous publions 2 documentaires rigoureux, immersifs et basés sur des faits réels. Et si tu veux voir un cas en particulier, laisse-le en commentaire. Nous lisons chacun d'eux et les meilleurs deviennent les prochains épisodes. Ce n'est pas du divertissement, c'est l'histoire que personne ne veut te raconter. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans le prochain documentaire.